Alors, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du concours Positif Futur sur le travail en 2050. Alors, je commence par vous donner une information importante, à savoir que la plateforme pour déposer les œuvres est ouverte depuis hier, il me semble, et qu'elle le restera jusqu'au 22 avril. Donc, toutes les personnes motivées pour proposer des œuvres et concourir sont invitées à le faire avant le 22 avril. Aujourd'hui, nous avons, dans cette série de webinaires, un rendez-vous qui est consacré à l'intelligence artificielle. Il y a un sujet dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, avec beaucoup d'actualité sur cette question. Et pour aborder, cette question de l'intelligence artificielle et de l'impact qu'elle peut avoir sur le travail, et se projeter un petit peu, sur des perspectives d'avenir. Nous avons, la chance et le plaisir d'accueillir Aïda Ponce del Castillo. Aïda, bonjour. Heu, Vous êtes, juriste à l'ETUI. L'ETUI, c'est le European Trade Union Institute, c'est-à-dire l'institut syndical, européen. C'est un organisme de recherche européen qui dépend de la Confédération européenne des syndicats. Vous êtes juriste spécialisé sur les questions de droit, de sciences et de technologie. Et à ce titre, vous suivez notamment ces questions d'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on vous accueille pour cette présentation au cours de laquelle vous allez aborder à la fois les questions déjà de définition, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? Les questions économiques, qui sont associées, à ce développement de l'intelligence artificielle, et puis ensuite, plus précisément, les questions de travail que ça pose, et également, les questions d'environnement. Et ensuite, vous allez, nous proposer quelques interrogations sur le futur. Voilà. Aïda, merci beaucoup d'être avec nous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup à vous, à vous, Marc et Solène, pour cette agréable invitation et à tout le monde pour être ici présente au webinaire. Alors, je veux vous présenter euh, mon travail autour de l'intelligence artificielle et plus précisément autour de l'intelligence artificielle générative. Et je veux faire ça en 4 temps. D'abord, on va parler de quoi on parle. Qu'est-ce qui est l'intelligence artificielle? Et l'intelligence artificielle contemporaine, comme je l'appelle, vous allez voir pourquoi. Et puis, je veux aborder les enjeux économiques, surtout les expectatives autour de la productivité au travail. En troisième temps, je veux aborder les impacts sur le travail et les enjeux juridiques et environnementaux. Et je vais finaliser pour vous donner des perspectives pour le travail du futur. Donc, de quoi on parle aujourd'hui, 2024? On parle d'une intelligence artificielle contemporaine qui a commencé il y a quelques années avec des travaux notamment développés par Alan Turing, c'est le scientifique que vous avez à l'écran, qui à l'époque, il avait écrit une sorte de réflexion sur comment on peut travailler avec des machines qui peuvent aller plus vite, peuvent automatiser des tâches, qui peuvent faire des calculs automatiques très vite et très précis. Et lui, dans son esprit et réflexion, il a euh, tout de suite identifié que dans cette démarche d'automatisation, il y a des hommes ou des êtres humains qui seront les maîtres et des autres êtres humains qui seront les serviteurs. Et alors, les maîtres seront ceux qui donneront les instructions pour les serviteurs, et de plus en plus, les serviteurs seront remplacés et électriques et par des organes sensoriels. Donc, il a été vraiment très
très anticipant dans sa réflexion sur l'automatisation, qui est toujours valable aujourd'hui, je pense. Donc, mais c'est intéressant d'avoir un peu de regard vers le passé. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle traditionnelle est née. D'abord avec des systèmes d'experts dans les années 80, avec des programmes informatiques visant à imiter ou déduire le processus de prise de décision d'un expériment. Et puis, ces systèmes ont évolué avec des modèles de statistiques un peu plus pointus. Et puis, on est arrivé à l'âge du machine learning ou l'apprentissage automatique avec beaucoup de plusieurs sortes d'entraînement des données, pour la définition des choix, des conséquences. Et il y a d'arbres de décision simples, d'arbres de décision un peu plus complexes. Et puis après, on a les réseaux neuronaux, les deep learning qu'on appelle, un peu plus complexes. Donc, cette évolution de l'intelligence artificielle traditionnelle est un peu complexe quand même. Il faut avoir un peu d'expertise pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'architecture derrière, qu'est-ce qu'elle a besoin et quelle logique on peut avoir et surtout quel résultat, quel objectif l'intelligence artificielle traditionnelle peut aboutir. Donc, avec l'apprentissage automatique, ça veut dire le machine learning, on a une des calculs qu'un ordinateur ou un système d'intelligence artificielle peut effectuer, c'est énorme. On a une vitesse de calcul évidemment très vite et ça améliore l'efficacité de l'apprentissage de l'algorithme. Évidemment, ça a besoin d'un stockage de données conséquent ainsi que le computing power, la puissance justement des calculs pour faire soit des machine learning ou un apprentissage automatique, soit un apprentissage approfondi avec d'autres choses qui s'ajoutent. Donc ça, c'était vraiment l'intelligence artificielle traditionnelle que pour moi, c'est une intelligence artificielle avec des experts, où il y a pas vraiment d'accès à pouvoir comprendre, sauf si on est vraiment un technicien et on est capacité à faire ça. Mais on a tous vécu une expérience unique qui est l'intelligence artificielle générative, qui est sortie il y a que 2 ans avec le chat GPT, mais maintenant avec Google et Microsoft et plein d'entreprises qui font ce que nous voyons ici à l'écran. Ça, c'est le nouveau outil de l'entreprise OpenAI qui s'appelle Sora. Et cet animal, c'est un pigeon bleu. Il n'existe pas dans la nature. Ah, il n'existe pas. C'est un artefact créé, généré. Je ne peux pas utiliser le mot créé, mais il est généré. Le mouvement est généré automatiquement pour cet outil qui s'appelle Sora. Donc, il n'existe pas. Il est vraiment un artefact. Donc, on a accès à génération de texte, à génération d'images, à génération de vidéos assez impressionnantes que celle-ci, sans avoir une expérience technique spécifique. Donc, la IA contemporaine que j'appelle est à la main de tout le monde presque, et elle a besoin, nous avons besoin de très, très, très peu de capacités pour pouvoir jouer avec l'intelligence et quand même faire des petits programmes, des petits codes et ne plus réserver aux experts. Ça, c'est le point. Et donc, j'aimerais bien me profondiser à ce type d'expérience parce que c'est à la main de tout le monde et est utilisé très largement. Donc, pour fermer ce qui est l'intelligence artificielle, on n'a pas une définition unique de IA. Il y a plusieurs définitions qui coexistent dans l'ensemble. Il y a une définition scientifique avec des terminologies complexes d'ingénierie. Il y a aujourd'hui, on a cette mois-ci une définition réglementaire,
grâce à la IA Act, ou les règlements européens sur l'intelligence artificielle, et on va voir, et on a quand même, des définitions sur la normalisation. Les ISO et les comités internationaux sur la normalisation commencent à faire aussi leur propre définition pour leur contexte même. Donc, ça veut dire d'un champ à l'autre, on coexiste avec plusieurs définitions, en plus que l'intelligence artificielle devient de plus en plus complexe, plus d'innovation, donc on va avoir d'autres formes d'intelligence artificielle dans l'avenir. Donc, il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir une définition spécifique parce que ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est les caractéristiques de la IA. Et je voudrais, il y a plusieurs caractéristiques évidemment, mais je voudrais signaler deux au moins. D'abord, les systèmes, soit traditionnels, soit contemporains, comme j'appelle, ils ont un certain niveau d'autonomie, entre guillemets. C'est la capacité d'effectuer des tâches dans un environnement complexe grâce à cette capacité d'apprentissage automatique qui est quand même constamment guidée par un utilisateur. Mais quand même, toutes les étapes qui précèdent la génération d'un output sont le résultat d'une décision humaine. On n'est pas encore arrivé à avoir une intelligence artificielle indépendante. Ça, c'est complètement autre chose. La deuxième caractéristique qui me semble très importante, c'est la capacité de s'adapter. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec les chats comme le chat ChatGPT et d'autres chats. On peut générer des textes, mais quand même, l'adaptabilité du modèle est assez facile pour générer quand même des images ou des vidéos assez spécifiques. L'amélioration à ces performances est tirant des leçons de l'expérience. C'est une grosse machine qui apprend avec beaucoup d'essais, beaucoup d'expérience, et c'est comme ça qu'on voit les résultats qu'aujourd'hui on peut voir à l'écran de tout le monde. La promesse de l'intelligence artificielle traditionnelle s'était inscrite dans le cadre de la substitution des tâches humaines, soit laborieuses, soit lourdes, soit répétitives, soit dangereuses, tout en permettant aux travailleurs, aux êtres humains, à se concentrer sur la créativité et peut-être la résolution des problèmes plus cognitifs et à l'innovation. Ça, c'était la promesse. Aujourd'hui, on voit autre chose. On voit qu'on a sauté de l'intelligence artificielle traditionnelle tout de suite à une intelligence artificielle complètement différente. Ici, encore une fois, un produit de OpenAI, Sora, où c'est sorti vraiment de l'imagination de quelqu'un de pouvoir dire, bon, voilà, je voudrais bien imaginer des baleines et des requins qui puissent nager autour de des espaces énormes comme la ville de New York, par exemple. C'est vraiment, ça on voit pas ici que l'intelligence artificielle a repris une tâche lourde. Ceci, c'est plutôt une tâche assez créative et assez impressionnante en même temps. Donc, la promesse de se focaliser sur les tâches lourdes a été déviée et l'intelligence artificielle contemporaine aujourd'hui se focalise sur des tâches créatives. Alors, avec ceci, on passe à les enjeux économiques qui sont assez importants parce que maintenant, évidemment, il y a un boom sur l'investissement de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on a comme promesse? Le bureau de McKinsey, ils ont fait une étude sur l'intelligence artificielle générative. À partir de ce moment-ci, je vais me concentrer sur ce type d'intelligence artificielle et ils disent que l'intelligence artificielle générative sera un outil courant et ça aura un impact horizontal sur tous les secteurs d'activité. L'application ne seront pas matériellement visibles comme un robot, une machine, un ordinateur, mais le plus souvent, elles fonctionneront en arrière-plan. Si on est en face d'une IA générative, on ne le saura pas peut-être. Il faut que quelqu'un nous dise qu'il y a quelque chose qui bouge derrière l'arrière-plan du travail. Les secteurs clés sont presque tous, mais surtout la banque, opération avec les clients, le marketing, les ventes,
les recherches et le développement, les sciences de la vie. Mais surtout, ce que McKinsey dit, c'est que la IA a le potentiel de changer l'anatomie du travail, que c'est un concept qui est intéressant, en automatisant certaines tâches individuelles, et l'impact sur la productivité donnera une valeur significative pour l'économie mondiale. Un autre étude, un peu similaire, sur Goldman Sachs, toujours une société américaine, affirme que, évidemment, l'intelligence artificielle générative va contribuer à la croissance économique mondiale, mais en fonction de la capacité d'adoption de chaque entreprise. Il calcule que plus ou moins on aura un 7% du PIB mondial annuel dans les années à venir, 2030, presque. Mais quand même, cette étude de Goldman Sachs, qui a aussi été élaborée l'année passée, il prévoit également des perturbations dans l'emploi. Il dit que les 2 tiers des professions en Amérique, aux États-Unis, pourront être exposées à un certain degré d'automatisation de generative AI, intelligence artificielle générative. Et pour ces professions, la proportion de la charge de travail remplacée, ça varie entre 25 ou 50%. Ça dépend de l'occupation en fait. Qu'est-ce qu'il dit d'autres chercheurs à l'université de MIT, Björn Ford et collègues? Ils disent que ils se sont concentrés sur l'intelligence artificielle générative, sur les services aux clients. Et évidemment, ils disent qu'ils ont trouvé un 14% du nombre de chats, un 14% du nombre de chats, hein, la communication qui fait le chat automatisé avec les clients, résolu avec un succès d'un 14% plus par heure qu'un chat normal. Et évidemment, la rétention des travailleurs, parce que sur ce secteur, les travailleurs ne restent plus dans le service aux clients. Mais quand même, ils ont dit que la productivité est très inégale. La productivité n'est pas homogène. Il y a des améliorations significatives sur la productivité pour les travailleurs moins qualifiés parce qu'ils sont aidés par ces genres de chats. Ils peuvent apprendre plus rapidement qu'avant, mais quand même, il y a un effet à l'inverse sur la productivité des travailleurs plus expérimentés ou qualifiés, parce que là, il n'y a pas d'amélioration de la qualité des conversations. Et parfois, ils ont dit que la qualité de la conversation avec les agents plus qualifiés peut être diminuée s'ils utilisent une IA générative. Donc, on voit que les impacts économiques, oui, ils montrent quelques tendances de productivité, mais quand même quelques tendances de disruption. Alors, c'est quoi les impacts sur le travail? Ça, c'est la troisième partie. À quoi il faut faire attention? Je présente ici la dimension du travail, mais aussi la dimension du travail doit être complémentée par un regard juridique et un autre regard environnemental. Quand il faut implémenter un outil d'intelligence artificielle générative, il faut réfléchir à l'ensemble des enjeux et l'ensemble des impacts qu'on peut avoir à ce qu'on a derrière un prompt. Et derrière un prompt, qu'est-ce qu'on peut observer? Bon, les organisations, le travail même, et les travailleurs seront impactés. Tout le monde, dans plusieurs niveaux. On peut observer que y aura l'étude de la OCDE de l'année passée également a observé que les secteurs a observé dans le secteur de la manufacture et le secteur de la banque, le secteur financier, que quand même il y aura des avantages, mais aussi quand même des inconvénients ou des risques. Et le potentiel de substitution est quand même très important. Et ce qui fait craindre toujours la disparition d'emplois. Mais dans l'ensemble, dans le panorama de l'organisation du travail et de l'entreprise en général, cette adoption de l'intelligence artificielle traditionnelle et contemporaine quand même, elle va affecter les emplois, les licenciements, la sécurité, les temps de travail, les conditions de ce travail et aussi peuvent
automatiser la prévention. Ce qui est un peu, oui, un peu spécial. Elle aussi, l'intelligence artificielle peut aussi impacter les conditions de travail elles-mêmes. La répartition des tâches, on a déjà quelques exemples, peut-être pousser à la déqualification, comme on a vu avec les agents qui doivent remplir les chats pour les clients. Elle peut augmenter le monitoring et convertir le monitoring en surveillance automatisée. On peut avoir plus de prises de décision automatisées et tout ça va augmenter l'identification du travail, peut-être la discrimination et la partialité. Mais l'intelligence artificielle aussi peut affecter la dimension plus individuelle de la dimension collective, aller à la dimension individuelle vraiment humaine de chaque travailleur et travailleuse et influencer leur comportement. Ça veut dire le nudging, hein? Il faut faire ci, il faut faire ça. On reçoit des bips dans l'ordinateur ou même dans des applications pour faire ci, faire plus vite, faire moins vite, faire plus gentil, utiliser des mots plus gentils quand on parle avec le client. Toutes sortes de comportements qu'un système d'intelligence artificielle peuvent nous dire de faire, pas faire, fais moins, faire plus, etc., etc. L'impact sur le bien-être, combien de marches il faut faire, la vitesse qu'il faut prendre au lieu de travail, mais aussi évidemment la dignité humaine, l'intelligence sociale et le travail créatif, comme on a vu aujourd'hui. C'est possible de l'automatiser. Pour le deuxième enjeu, les enjeux juridiques, on a déjà quelques exemples. Le droit d'auteur, la vie privée, la discrimination et la responsabilité. Le droit d'auteur, ces outils de chat et de génération d'images et de vidéos, il y a quand même des questions de droits assez importantes. Comment protéger ces droits du matériel d'entraînement? Parce que ces outils, évidemment, ont été entraînés à beaucoup de matériel qui appartient à des créateurs, à des écrivains, à des chercheurs, à un tas de gens, un tas de métiers. Comment on peut attribuer la propriété de ces matériels et à qui appartiennent les résultats générés pour un chat GPT, les résultats, les outputs générés par n'importe quel chat qu'on utilise. Ça appartient à ChatGPT, à OpenAI, à notre entreprise, à moi-même. À qui appartient ça? Donc, ces droits d'auteur avec la AI Act n'est pas vraiment résolu. On a encore des questions à résoudre, soit à niveau européen, soit à niveau national, évidemment. Et il faut commencer à faire ça plus clairement. Le deuxième volet sur les enjeux juridiques, c'est évidemment la vie privée, les données personnelles et les datasets pour l'entraînement. Il faut vraiment qu'ils avalent et digèrent des millions et des trillions de données, y compris des données privées et des données personnelles. Et ils peuvent, dans l'entraînement ou dans les processus d'élaboration d'un output, même s'il y a une technique pour anonymiser les données personnelles, ils peuvent tout facilement fuir et divulguer ces données. Donc, la vie privée n'est pas sécurisée à 100%. Le troisième volet sur les enjeux juridiques, c'est la discrimination. Il existe déjà un biais homophobe dans certains modèles. On a vu cette année aussi l'exemple de BERT, de Google, et le biais de la violence musulmane dans ChatGPT 3. Tout ça a été bien étudié par des études que je peux vous fournir après si vous voulez. Et la responsabilité. Qui est responsable à la fin? Qu'est-ce qui se passe quand un chat nous donne un output qui est susceptible à causer de préjudices, qui n'est pas juste, qui est faux, qui est responsable? C'est moi qui a fait le prompt, c'est la société même qui a organisé le chat, c'est la société qui installe le chat pour les services. Qui est responsable? Cette grande question n'est pas encore résolue. Aujourd'hui, par exemple, les OpenAI et les sociétés qui font les Large Language Models, les LLM, ils disent, nous,
on n'est pas responsable. Et lisez-vous notre condition parce qu'on dit que oui, nos produits peuvent, et parfois, ils sont débiaisés des stéréotypes. Et voilà, c'est à vous, à nous, à l'utilisateur, c'est à vous de l'utiliser avec votre propre responsabilité. Mais ils le disent, hein. C'est incroyable comment ils disent que oui, notre avoir une erreur. La même chose pour la société Grok, c'est une société également qui fait des LLMs, sorte de chat GPT. Et ici, sur les terms and conditions, ils disent clairement que vous êtes les seuls responsables de l'utilisation de l'information et de l'utilisation du contenu de ces matériaux. Et, ici, ne vous fiez pas au service de l'intelligence générative pour obtenir des conseils médicaux, juridiques, financiers ou autres conseils professionnels. Tout contenu relatif à ce sujet est fourni à titre d'information et ne sera que substitué au conseil d'un professionnel qualifié. C'est Grok qui le dit. Donc, il met toute la responsabilité sur l'utilisateur final. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le prompt quand même? Il y a un enjeu environnemental assez conséquent. Il y a l'électricité, l'empreinte carbone et l'eau. L'électricité, selon l'Agence internationale de l'énergie, est énorme. Les data centers ont consommé un total de 600 TWh. Je ne sais pas même calculer ça. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, seulement pendant l'année de 2022. Et ça, c'est plus ou moins le même équivalent aux 2% de la consommation mondiale d'électricité. Et dans l'Union européenne, la consommation augmentera de 30% en 2026. Et ça, c'est beaucoup, il me semble. L'empreinte carbone. L'empreinte carbone est aussi conséquente et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables est une possibilité. C'est une idée de prospective, mais, mais si on plus utilise l'énergie, on plus utilise les systèmes d'intelligence artificielle, donc ça fait un peu un cercle interminable. Et l'eau. L'eau, ici, c'est une thématique qui me touche énormément parce qu'on consomme beaucoup d'eau, mais n'importe quelle eau, c'est de l'eau potable. Parce que l'eau potable, c'est nécessaire pour pouvoir refroidir et pour le centre de données parce que l'eau potable est pure de bactéries et d'impuretés. Et donc, ça, c'est une concurrence entre les data centers et l'eau que nous avons besoin comme êtres humains. Que nous avons besoin pour boire, pour cuisiner et pour vivre. À niveau mondial, la demande pourra atteindre entre 4,2 et 6 milliards de mètres cubes en 2027. Ça, c'est équivalent à 4 fois la consommation de plusieurs du pays de Danemark. C'est vraiment beaucoup d'eau. Et le problème, c'est la concurrence entre les data centers et l'être humain. Mais j'aimerais bien finir mon intervention pour les perspectives du travail. Je vais donner 3. La première réflexion, c'est que le rôle de l'humain est très présent dans l'intelligence artificielle contemporaine. Et il y a aussi un mythe de l'agency technologique où il ne faut pas tomber. Contrairement au récit dominant et à la terminologie anthropomorphique, les modèles de generative AI ne sont pas intelligents. Il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas la capacité de prendre des décisions sans une interprétation humaine. C'est des outils extrêmement puissants en prédiction. Et ils produisent ces données, ces bases de outputs à base de la probabilité. Donc, attribuer cette agency, c'est très excessif et c'est surestimer le rôle de l'être humain. La deuxième réflexion, c'est que derrière tous ces chats et Sora, ces super vidéos qu'on voit, il y a toujours de l'exploitation de travailleurs. Il y a des tâches lourdes, surtout des classements, le labeling, data labeling, qui sont très difficiles à faire. Il faut dire si une vidéo est sexuelle ou c'est violent. Et les gens qui font ces classements ont des
des lourdes tâches psychologiques et des effets psychologiques très lourds après. La troisième réflexion, c'est une piste pour négocier et fixer les limites pour travailler et pour travailler avec l'intelligence artificielle générative. Et on a un exemple qui date de l'année passée avec le scénariste de Hollywood. Ils ont fait une grève de plus de 100 jours, vraiment dans la rue. Ils ont dit, on ne veut pas l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est un exemple sectoriel, mais très puissant parce qu'ils ont réussi à faire un accord entre eux, les syndicats des scénaristes et les entreprises hollywoodiennes, avant que n'importe quel règlement sur la IA a été adopté, avant que la IA Act, avant que la Convention d'Europe, avant que la Convention des Nations Unies a été approuvée la semaine passée, avant que tout le monde, ils ont fait un accord. Et quels sont les points importants? Un, l'accord ne se focalise sur la technologie même. Ils reconnaissent que l'intelligence artificielle a beaucoup de définitions, qui est important. Ils mettent l'accent surtout sur les résultats, sur le matériel écrit. Et puis, il y a une section spécifique sur l'intelligence artificielle générative en mettant l'accent sur les droits des travailleurs, à leur création, à leur propriété intellectuelle et à l'utilisation des limites et conditions basées sur les préférences des auteurs même. Donc, ça veut dire que l'outil, soit intelligence artificielle traditionnelle ou générative, est toujours considéré comme un outil et les outputs ne sont jamais considérés comme un matériel littéraire ni un matériel de source. Il y a une obligation pour les entreprises de Hollywood d'informer si jamais ils utilisent des matériels générés par la IA. Et les syndicats de scénaristes peuvent également, sur base de l'accord ou de la loi, interdire l'utilisation de contenus produits par des scénaristes pour pour entraîner la IA. Donc, c'est vraiment un accord très précis, très subtil, où où ils mettent en avance les contrôles humains, les contrôles des scénaristes, ils décident quand et comment ils veulent utiliser cet outil. Pour finaliser, dernière slide, les remarques que j'aimerais bien que vous partez avec. 4. Première, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de complexité inhérente à l'intelligence artificielle contemporaine et il faut tenir en compte pour pouvoir gouverner, pas seulement réglementer, mais gouverner adéquatement. Numéro 2, il y a des coûts et des risques cachés. Les modèles d'intelligence artificielle générative sont nombreux et insuffisamment réglementés par la IA, la AI Act européenne. Et c'est que c'est pour moi une loi ambiguë et ouverte à beaucoup d'interprétations. Chacun la va interpréter et implémenter à son propre goût. Troisième point, les modèles d'IA générative doivent être considérés pour ce qu'ils sont vraiment. C'est des outils façonnés par des valeurs, par des décisions et des contextes socio-humains. C'est pas quelqu'un est derrière quand même le prompt. Il y a toujours quelqu'un derrière un prompt. Il y a toujours quelqu'un derrière l'entraînement des données et ne sont pas autonomes et dotés d'intelligence magique. Et face à ces genres d'outils puissants, et face à une législation européenne un peu faible quand même, surtout au niveau du travail, il faut négocier des accords parce que c'est une opportunité à exploiter, comme les scénaristes à Hollywood, ils ont fait. Avec ça, j'aimerais bien fermer cette intervention pour vous dire que demain, on sort un bouquin sur l'intelligence artificielle, le travail et la société, avec 20 chapitres, 20 auteurs différents, y compris 3 personnes de la France, que je vous invite à télécharger sur notre site internet. Et je suis contente de pouvoir partager
cette conversation avec vous. Merci beaucoup. Merci Aïda, merci beaucoup. Il nous reste 20 petites minutes pour discuter avec vous. Donc j'espère que les personnes présentes ont des questions à vous poser. Sinon, moi j'en ai quelques-unes. Mais la parole est aux participants. Alors, peut-être une question de ma part, hein, si Oui. personne ne se manifeste. Donc j'ai eu le plaisir d'interroger Aïda déjà pour hier Notes pour la revue dont je m'occupe et je voulais réagir à un des derniers points sur la nécessité de négocier des accords, hein. On a vu l'exemple des scénaristes et on parle beaucoup maintenant de essayer de négocier aussi des accords dans les entreprises. Et on a vu récemment, moi je m'occupe surtout des comités d'entreprise européens et je vois que le sujet arrive à l'agenda des comités d'entreprise européens. Danone vient de convoquer un comité extraordinaire pour expliquer comment ils allaient implanter l'IA chez eux. Total a fait en décembre une présentation aussi au comité européen pour montrer comment tous les salariés vont être épaulés d'une certaine façon par des IA. Euh, et je me demandais s'il n'y avait pas aussi un enjeu fort de formation, parce que si on veut négocier sur l'IA, ça nécessite d'être sans doute assez aguerri pour, pour négocier sur des choses qu'on comprend. Et quand je vois les acteurs que j'ai en face de moi en général, ils comprennent absolument rien à tout ça. Donc je pense qu'il y a effectivement peut-être un travail conséquent à faire pour mettre à niveau les potentiels négociateurs, donc ceux qui devront encadrer l'IA. Comment vous souhaitez procéder, Aïda? Je prends plusieurs questions. OK. Alors, monsieur Dominique Turc, vous avez une question? On vous écoute. Oui, bonjour. Merci d'abord pour la présentation, Aïda, parce que c'était vraiment excellent. Est-ce que vous avez regardé les risques psychosociaux liés à la mise en place de l'intelligence artificielle dans les entreprises? Moi, j'en vois deux au minimum qu'on commence déjà à voir apparaître. Un, c'est un certain découragement de gens qui ont peur de, de perdre un petit peu leurs compétences, pas les voir augmenter, même si personnellement je suis comme Richardson, partisan du fait que ça va en fait augmenter les compétences plutôt que les diminuer. Et l'autre qui est ce que j'appellerais le syndrome Heur par rapport au film, hein, où on voit un certain nombre de gens faire beaucoup trop confiance à l'intelligence artificielle, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Moi, je commence à voir des gens qui demandent des conseils médicaux à une intelligence artificielle, des conseils juridiques, etc. Et évidemment, c'est important dans leur vie privée, c'est aussi important dans l'entreprise s'ils l'utilisent trop. Et si à un moment donné, évidemment, ils réalisent que ce n'est pas tout à fait le conseil auquel ils auraient aimé accéder. Voilà, donc est-ce que vous regardez aussi ça, les risques psychosociaux? Merci. Et alors, il y a également une question dans le chat de Élise Jarlan. Peut-on espérer des lois universelles pour conditionner les IA comme la protection de la vie humaine? Donc une régulation worldwide. Aïda, je vous laisse répondre et puis peut-être qu'après j'aurai des compléments juste sur l'aspect risques psychosociaux à apporter. D'accord. Je vais commencer par la question de Frédéric. Et évidemment, merci beaucoup parce que vos questions et réflexions sont très nourrissantes pour moi. Et c'est ça que je cherche. Je cherche le feedback. Donc, d'abord, pour Frédéric, oui, j'ai aussi observé que la IA commence à rentrer dans les comités d'entreprise européens, dans plusieurs sociétés, surtout les multinationales, les sociétés plutôt d'origine américaine. Et, et là, l'enjeu de formation est spécifique, très importante, mais très difficile. Parce que d'abord, d'un côté, les travailleurs veulent comprendre ce qui est la IA. Et ils veulent toujours savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce n'est pas facile à pouvoir passer les messages. Parce que le secteur peut être très spécifique.
soit droit industriel, droit de service, parce que les connaissances entre les membres de communauté sont aussi très spécifiques, très différentes, parce que les attentes des travailleurs sont très différentes. Donc, on a commencé à faire la formation aux travailleurs et au comité d'entreprise aussi. Et on a changé la mécanique parce que ça a été compliqué. Et à la fin, ça c'est une sorte de pilote qu'on commence, on a créé un jeu de société. Un jeu de société qui nous ouvre des portes avec des façons ludiques pour pouvoir transmettre des concepts techniques, mais pas d'une façon technique, des concepts importants, mais pas d'une façon technique, pour que les gens, les négociateurs, le travailleur puissent s'approprier de cette mécanique et avoir la confiance et négocier. Parce que l'intelligence artificielle, c'est toujours très technique, très difficile, personne n'y comprend, et on veut déconstruire cette narrative avec ces jeux de société. Les jeux de société a des scénarios, à des cas qu'on a appris et adapté, des cas vraiment vrais qu'on a pu récolter de chaque secteur. On a 12 secteurs industriels et on donne un rôle à chaque participant, entreprise, employeur, gouvernement, travailleurs, syndicats, mais aussi entrepreneurs, développeurs de IA, protection de la vie privée, discrimination, les organes d'égalité, pour qu'elles puissent dire, OK, on a en face une IA dans l'entreprise, il faut l'implémenter, comment on va négocier? Qu'est-ce qu'il faut négocier? Avec quels outils? Avec ces jeux ludiques, on peut créer plus de confiance et à la fin, c'est eux qui donnent la réponse, quoi négocier, comment négocier, qu'est-ce qui nous manque. Et ils sortent avec plus de confiance et moins d'apprentissage technique quand même. Donc ça, c'est une façon, mais il faut toujours trouver d'autres façons aussi de pouvoir faire la formation plus ludique et pas trop technique. Par rapport, je vais finir avec la réglementation universelle. C'est une stratégie de la Commission européenne d'avoir le premier règlement européen très vite pour pouvoir être le premier et faire une sorte de standpoint. Ici, on fait la IA comme on veut, avec nos valeurs ou nos principes fondamentaux dans toutes les directives et règlements européens. Ils ont abouti, grâce à M. Thierry Breton, il est très intelligent. Ils ont réussi à faire ça. On a le règlement IA, n'est pas tout à fait parfait, parce qu'entre-temps, on a eu l'intelligence artificielle générative et on a plus ou moins mis comme ça les articles qui réglementent les systèmes d'intelligence artificielle générative. Donc, c'était un peu big box, ce règlement, avec beaucoup d'ambiguïté, comme j'avais mentionné, et beaucoup d'interprétation. Il y a des phrases qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il y a des portes d'entrée pour avoir des delegated acts, les actes que la Commission puisse faire, mais aussi la normalisation technique et aussi des codes de pratique, des codes de conduite. Il y a plusieurs formes de gouvernance. Mais quand même, la Commission a voulu être en accord avec un autre organe international très important qui est à l'avance de la gouvernance et l'intelligence artificielle, qui est la OCDE, avec le siège à Paris. Et là, ils ont vraiment mis les pieds sur le front, c'est comment ils veulent que l'intelligence artificielle soit conçue. Et c'est la Commission qui a adopté cette façon de réfléchir et cette narrative, l'a transmis dans le cadre européen. Et maintenant, avec le Conseil d'Europe et les Nations Unies, ils ont plus ou moins fait la même chose, plus ou moins. Il y a quelques distinctions, surtout dans la définition. Et maintenant, ils essaient de voir comment avoir des coïncidences. Mais certainement, on n'aura pas un traité mondial sur l'intelligence artificielle en général, parce que c'est une question de pouvoir juridictionnel. Et donc, c'est là où les enjeux européens restent avec Mme Vestager, M. Thierry Breton, et puis les États-Unis d'un côté, la Chine d'un autre, Pakistan, India aussi. C'est
c'est la concurrence du marché. C'est quoi l'impact sur le travailleur au niveau des risques psychosociaux? Je vais donner quelques précisions et puis Marc, peut-être on peut faire un dialogue. Oui, on a constaté qu'il y a un découragement, surtout des travailleurs moins expérimentés, parce que bon, il ne faut pas réfléchir pour faire un paragraphe, il faut mettre l'idée sur ChatGPT et voilà, mon pôle ici. Donc, les tâches d'interprétation ou de traduction de texte, ben, faire confiance au DeepL, traduction vers le français, copier-coller, l'esprit critique de voir si les phrases correspondent, les mots correspondent, n'est plus là parce qu'il faut faire vite. Il faut faire vite parce qu'il faut finir. Et c'est l'avantage que ces outils promettent. On a aussi la perte de la, euh, la probabilité de s'ennuyer parce que les tâches peuvent devenir ennuyantes et voilà, bah, il faut juste faire confiance à ChatGPT et des outils comme ça et encore une fois, pas faire marcher la machine critique comme avant parce que c'est fatigant quand même. C'est fatigant de réfléchir. Tout ça pour dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle générative est causée par l'intensification du travail. Si on ne serait pas avec le boulot comme ça, les travailleurs n'opteront pas pour avoir un outil qui fasse les choses plus vite, plus efficace. Et donc ça, c'est vraiment la cause que je pense que c'est importante à observer. Pourquoi on utilise un outil? C'est parce que le travail est très intense. Et je vous donne la parole, Marc, pour pouvoir entendre votre avis aussi. Oui, non, je partage complètement. Juste sur cette question des, alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a effectivement ce paradoxe entre le discours qui est tenu sur les technologies et et ce qu'on constate quand on les utilise, c'est-à-dire on nous promet qu'on va gagner du temps, ça va nous faire gagner du temps, mais en fin de compte, ça ne fait en général que intensifier le travail et donc ça accentue cette espèce de pression temporelle permanente parce que ça, ça pousse des tâches de manière beaucoup plus intense. Sur la question des RPS, sur les deux sujets qui sont soulevés par Monsieur Turc, il y a effectivement cette inquiétude, ce qu'on appelle le facteur de RPS, qui est l'inquiétude sur la situation de travail. Voilà, cette technologie vient bousculer mes habitudes et donc et mes manières de faire et peut-être remettre en cause mon savoir-faire et on voit par exemple dans les cabinets de conseil, il y a des études qui montrent que l'effet des IA génératives sera encore plus important chez les consultants juniors qui ont moins d'expérience et donc ça peut effectivement questionner les seniors sur leur légitimité, etc. Ces risques psychosociaux, ils sont réels, mais ça rejoint la question que posait Monsieur Turlan concernant le besoin de formation des élus qui vont négocier. Le besoin de formation, il est général, c'est-à-dire c'est tous les salariés qui ont besoin de comprendre ce qui se passe et plus on va former les gens et leur faire comprendre ce que sont ces systèmes, même si c'est pas simple, comme le disait Aïda, plus on va atténuer ces effets d'inquiétude. Et puis sur le deuxième facteur, c'est également quelque chose qui est très important pour nous dans le domaine de la sécurité. C'est ce qu'on appelle l'effet de contentement. C'est-à-dire que voilà, je mets un système d'alarme et qui va me prévenir, par exemple, quand je risque de percuter un piéton avec mon véhicule. Et donc, je m'habitue à avoir ce système d'assistance. Et par contentement ou par fainéantise ou parce que j'ai plus le temps, et ben je me dispense de faire les contrôles parallèles que je devrais faire. Et ça, c'est vraiment piégeux parce qu'on se repose sur la technologie et comme on le disait, la technologie, elle n'est pas infaillible. Il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des dysfonctionnements, notamment, on a des exemples sur les systèmes de détection, par exemple, des piétons qui ne sont pas fiables à 100%.
Et donc, on peut avoir effectivement un affaiblissement ou ouais, un affaiblissement des comportements de vigilance et de la culture de vigilance dans les pratiques professionnelles. Voilà, ça c'était 2 petits points et juste pour rebondir sur la question, je vois que le temps file, mais moi aussi j'ai le droit à une question, Aïda. On voit, quoi, je pense qu'il y a un vrai sujet, d'accroissement des «inégalités» entre guillemets, entre les très grandes entreprises dont on parlait tout à l'heure, les Total, les Danone et cetera, qui ont sans doute les moyens de configurer des intelligences artificielles qui correspondent à leurs besoins, à leur métier, d'en contrôler l'usage, et les très petites entreprises dont le chef d'entreprise est contraint d'acheter des solutions entre guillemets sur étagère à des très grosses sociétés qui les mettent sur le marché, qui sont souvent des sociétés étrangères. Et il y a également dans ce modèle économique un aspect qui est important, c'est ces mises à jour permanentes. Et les outils qui acquièrent une entreprise, en fait, ils vont évoluer au fil des ans, intégrer des nouvelles fonctionnalités, etc. Et en fait, tout ça n'est pas à discuter dans les petites entreprises. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet et je voulais avoir votre avis. Merci pour le retour. Effectivement, les études que j'ai pu consulter, McKinsey, Deloitte, euh, Goldman Sachs, tout le monde euh, fait la même réflexion. Tout dépend de la capacité d'adoption de l'entreprise. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent adopter ces outils, c'est les grandes entreprises. Il n'y a pas moyen parce que ça, ils ont besoin de l'infrastructure, mais aussi de la mise à jour constante. Et ça implique un coût économique très, très important pour l'entreprise. Ce n'est pas juste les 20 euros qu'on paye à des services, comme vous l'avez mis sur l'étagère, qui sont très limités. Donc, c'est pas c'est pas pour tout le monde, même si je suis en train de faire une sorte d'enquête entre les syndicats, des syndicalistes en Europe sur comment ils intègrent, si ils utilisent l'intelligence artificielle générative et pourquoi ils utilisent ça. J'aimerais bien savoir comment les syndicats ont décidé à utiliser les chat GPT, en gros, et pour quelles raisons. Et je pose une question, l'enquête n'est pas encore finie. Je pose une question. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a une politique de l'organisation interne pour utiliser ChatGPT ou vous l'utilisez à votre propre titre individuel parce que vous voulez? Et la plupart des réponses, c'est nous, les travailleurs individuels, qui utilisons les services gratuits parce qu'on ne va pas payer les services de ChatGPT parce qu'il faut faire plus vite, parce que ça nous réduit le temps de travail. Donc, la façon d'intégrer, ce n'est pas homogène. Ceux qui peuvent intégrer les grandes entreprises le font d'une façon concrète et il y a une politique. Et ceux qui ne peuvent pas, le danger, c'est que chaque travailleur l'intègre comme il veut, comme il peut, avec les outils qu'ils veulent. Et alors là, l'enjeu pour l'entreprise, pour l'organisation, même ça sera encore plus grand parce que une fois qu'on est habitué à utiliser les chats, c'est très difficile de venir en arrière. Donc, les enjeux sont assez différents sur là-dessus. Merci beaucoup. Solène, je te vois hocher de la tête. Il est 58. Je crois que on arrive au bout de cet échange qui sera ensuite donc disponible en replay. Merci beaucoup Aïda. Et Solène, je ne sais pas si tu as des messages à faire passer aux gens qui nous écoutent. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce webinaire, également pour vos questions et les échanges très intéressants qui ont suivi. Pour la suite de notre programmation dans le cadre du concours Positif Futur, il nous reste 2 webinaires. Nous avons le prochain, le 5 avril, sur le management et la performance avec une perspective internationale,
avec l'intervention de Sandrine Zerbib, qui est en fait une dirigeante d'entreprise en Chine, qui va donc nous apporter ses insights, ses perspectives sur la façon dont on manage à la fois à l'européenne et à la fois à la version chinoise. Et nous aurons le dernier webinaire qui se tiendra le 10 avril avec le dessinateur Fix pour raconter le travail en BD. Voilà, vaste programme. Donc, pour terminer cette édition, et donc, comme vous l'avez indiqué, Marc, on a la plateforme qui est désormais ouverte pour déposer les œuvres si vous souhaitez participer au concours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. à À tous. bientôt. Merci Merci pour Aïda. l'invitation. Merci à vous. Merci Aïda, merci à tous.